Le 1412. Le 1412. Madame la Présidente, je vais défendre et le 1412 également, si vous le voulez bien. Celui-là, donc je ne sais pas le aussi. 1411 et 1412 en même temps. Donc si notre Constitution... D'accord. Non mais pardon, c'est parce que ce n'est pas du tout les mêmes amendements identiques. C'est le suivant, le 1411. Je vous remercie. Non, ce ne sont pas, mais c'est sur la même thématique. Donc pour gagner du temps, je vais les défendre ensemble. Donc si notre Constitution ne fait évidemment pas obstacle à l'égalité homme-femme, elle n'en est pas pour autant la garante absolue. Et les chiffres du Haut Conseil à l'égalité sont malheureusement là pour nous le rappeler. Hier soir, on a fait ensemble, collectivement, je crois, un grand pas en reconnaissant à l'article 1 de notre Constitution l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de sexe. Mais on peut et on doit aller plus loin, me semble-t-il, en modifiant l'alinéa 2 de l'article 1 qui concerne l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Ces deux amendements visent donc à préférer au verbe, et on a déjà eu ce débat sur l'environnement, au verbe favoriser, soit le verbe garantir, c'est l'amendement 1412, soit le verbe assurer, c'est l'amendement 1411. Tout simplement parce qu'en matière de parité, nous sommes bien forcés de reconnaître que les progrès enregistrés en matière d'égalité, ils l'ont été sous la contrainte. Et je ne résiste pas au plaisir de rappeler les lois Jospin de janvier 2000, en matière d'égalité, notamment par rapport aux mandats électoraux et aux fonctions électives, où grâce à ces lois, la parité a fait d'énormes progrès dans tous les mandats, je crois. Merci. Je vous remercie. Je regarde le suivant. Madame Batho, le 1616. Merci Madame la Présidente. C'est un amendement qui, je pense, illustre l'importance des termes et des verbes qui sont choisis dans la Constitution. La révision constitutionnelle qui avait permis d'inscrire cette phrase à l'article 1er pour permettre l'adoption des lois sur la parité en politique, à l'initiative de Lionel Jospin à l'époque, a constitué une avancée considérable. Mais en même temps, ce choix du verbe « favorise » atteint aujourd'hui ses limites, où un nouveau progrès doit être accompli, c'est de garantir un droit à l'égalité aux femmes. Et tout à l'heure, il nous était dit d'ailleurs que le verbe « garantir » s'applique à la garantie des droits. Et là, on est précisément dans ce cas de figure. C'est pourquoi le sens de cet amendement, c'est de remplacer le fait que la loi favorise l'égal accès, etc., par la loi garantit l'égal accès, ce qui induit une obligation de résultat qui serait une avancée importante pour les droits des femmes et pour l'égalité. Je vous remercie. Nous abandonnons les amendements identiques suivants et je vous annonce que sur ces deux amendements 1411 et 2232, je suis saisie par le groupe La Gauche démocrate et républicaine d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le 1411 a déjà été défendu et le 2232 est défendu par Monsieur Jumel. Et très rapidement, hein, il s'agit en fait de transformer une simple habilitation du législateur à agir en faveur de la parité en la transformant en une véritable garantie constitutionnelle. Les mots ont un sens, encore plus dans la Constitution, c'est de ça dont il s'agit. Je vous remercie. L'amendement suivant, le 657, est-il défendu? Oui, par Madame Rixin. Oui, je regarde simplement l'ensemble des... Oui, Madame Rixin, en plus, vous êtes la première, excusez-moi. C'est votre amendement. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, cet amendement est issu du rapport de la délégation aux droits des femmes adopté à l'unanimité. Il vise en effet à renforcer le principe de parité inscrit au second alinéa de l'article 1er. Conseillère municipale, conseillère départementale, conseillère régionale, conseillère européenne, députée, maire, sénatrice, députée, ministre. Depuis l'instauration de la parité, les femmes apparaissent partout dans la vie politique française. Mais que veulent-elles encore? Peut-être vous demandez-vous. Ce que nous voulons, c'est un partage à égalité du pouvoir de représentation et du pouvoir de décision. Ce que nous voulons, c'est une parité réelle et effective. Si les femmes sont progressivement entrées dans la vie politique depuis l'ordonnance de 1944, leur accordant le droit de vote et d'éligibilité, elles restent encore fort peu représentées.
La réforme paritaire a imposé le 6 juin 2000, s'est imposée le 6 juin 2000 après modification de la Constitution. En 2008, une nouvelle révision constitutionnelle réaffirme ce principe à l'article 1er de la Constitution et l'étend aux responsabilités professionnelles et sociales. Plusieurs lois ont ensuite été adoptées au fil des années. Malgré ces progrès, et la Constitution de notre Assemblée en est un exemple frappant en 2018, force est de constater que l'égalité n'est pas l'égal accès aux femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives n'est pas encore complètement effectif. 17% de présidents de région, 10% de présidents de conseils départementaux et seulement 16% de maires. Nous devons aller plus loin en inscrivant et en garantissant explicitement ce principe de parité dans notre Constitution. Pour cela, cet amendement propose de reformuler le second alinéa de l'article 1er de notre Constitution en remplaçant les mots « la loi favorise » par la formule « la France assure », afin d'accentuer la portée du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Remplacer le verbe « favoriser » par « assurer » permettra en effet de passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. Je vous remercie. Je crois que le suivant n'est pas défendu. Nous allons pouvoir avoir l'avis de Monsieur le rapporteur sur l'ensemble de ces amendements. Merci Madame la Présidente. Alors, l'objet de ces amendements, c'est de prévoir que la loi viendrait garantir, et non plus seulement favoriser, l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions électives. L'ajout de cet alinéa par le constituant de 1999 et de 2008 était destiné à permettre aux législateurs précisément d'adopter des dispositions favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes en politique ou dans le milieu professionnel sous la forme de discrimination positive. Et Mme Pires-Beaune a à juste titre cité les lois portées par le Premier ministre Lionel Jospin. Il s'agit donc de consacrer un instrument, la parité, au service d'un objectif, l'égalité. Remplacer favorise par garantie, en vérité, fragiliserait donc l'adoption de telles dispositions, pourtant nécessaires pour parvenir au maximum d'égalité entre les femmes et les hommes. Deuxième point, l'alinéa 3 du préambule de 46 prévoit déjà, je cite, que la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. Alors, autant la loi peut garantir une égalité des droits, ce qu'elle a déjà fait en application du préambule de 1946 et avec la nouvelle rédaction proposée à l'article 1er, autant elle ne peut pas garantir une égalité de fait, mais elle peut simplement la favoriser. Prévoir que la loi garantit ou assure l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives semble, par exemple, un peu irréaliste, ne serait-ce que compte tenu des différents modes de scrutin qui s'appliquent. Il faudrait donc prévoir, par exemple, des binômes paritaires pour l'élection des députés ou organiser l'alternance entre un homme et une femme à la présidence de la République. Alors, si je partage votre préoccupation sur les progrès considérables qui restent à faire et que nous avons fait ensemble collectivement et hier encore, ce n'est sans doute pas une modification de la Constitution qui changera les choses, mais plutôt, et là nous avons encore du chemin à parcourir, je vous le concède bien volontiers, des dispositions législatives, si nous en décidons ainsi, plus exigeantes et par ailleurs une évolution des pratiques. Voilà pourquoi c'est un avis défavorable de la Commission. Donc de ces amendements, je vous remercie. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement? Eh bien, Madame la Présidente, c'est également un avis défavorable à l'ensemble de ces amendements. Je voudrais juste ici rappeler que sur les objectifs tels qu'ils sont
énoncés par les députés qui déposent des amendements, le gouvernement les partage pleinement et les politiques publiques qui sont mises en œuvre en témoignent. C'est le premier élément. Deuxième chose, on ne peut pas nier que là, à la différence de ce que l'on évoquait tout à l'heure entre agit et assure, il est certain qu'entre favorise et garantit, il y a une différence de portée juridique. Je crois que le nier ne serait pas exact, puisque en réalité, dans le cadre de son contrôle, le Conseil constitutionnel, lorsqu'il effectue un contrôle, a priori, va assurer une conciliation entre un principe garanti et un dispositif qui fixe un objectif qui laisse une marge de manœuvre au législateur. En revanche, dans le contrôle a posteriori, à l'évidence, lorsqu'il y a un principe qui garantit, il va permettre le déclenchement d'une QPC, ce qui n'est pas le cas lorsque la loi, il est simplement écrit que la loi favorise. Donc, il est vrai qu'il y a une différence de portée juridique. Pour autant, le choix du terme « favorisé » à l'article 1er, qui est issu de la révision constitutionnelle de 1999 et qui n'a pas été modifié au moment de la révision constitutionnelle de 2008. Il n'a pas été remis en cause. Il n'a pas empêcher le Parlement, dans le cadre de sa pleine souveraineté, de se saisir de textes qui tendent à assurer l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, y compris par un certain nombre de mesures dites de discrimination positive. Et enfin, dernier point, et surtout, nous venons d'adopter hier une modification de l'article 1er de notre Constitution qui interdit les discriminations fondées sur le sexe. Et donc, il me semble que cette modification-là rend, de ce point de vue, assez inutile une autre évolution que nous pourrions proposer en suivant les amendements. Avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur Becht, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous partageons totalement l'avis de la ministre et nous ne voudrions pas que ce soit interprété comme n'allant pas dans le sens de la cause des femmes. Mais nous sommes quand même sur ce sujet face à un problème qui est un problème à la fois juridique et puis de moyens pour atteindre la cible qu'on voudrait se fixer. Je pense que le président Ferrand l'a bien dit sur la question des mandats électifs. Là, l'égalité réelle irait même à l'inverse du principe de liberté. Dans une assemblée délibérante, peut-on forcer quelqu'un à devenir maire? Peut-on forcer quelqu'un à devenir président d'un conseil régional ou général, départemental, s'il n'est pas candidat, simplement parce qu'il serait choisi sur le critère du sexe? Et j'ajoute même qu'en matière professionnelle, nous serions face à des problèmes fondamentaux. Par exemple, en médecine, peut-on fixer les critères d'éligibilité sur les concours de médecine en disant nous allons choisir quelqu'un en fonction du sexe et non pas en fonction de la compétence? Ça pourrait même dans certaines professions se retourner d'ailleurs aujourd'hui contre les femmes. Je parle des fonctions de la magistrature où nous avons un taux de féminisation largement supérieur aux 50%. Il faudrait dire aujourd'hui aux femmes qui sont magistrates qu'elles n'ont plus le droit d'exercer parce qu'il faudrait rétablir les choses en fonction des hommes. Je pense que l'égalité réelle est un bon sentiment, mais que malheureusement, dans la pratique, il est difficile à mettre en œuvre. Je vous remercie. La parole est à Madame Batho. Oui, je voulais remercier la garde des Sceaux de sa réponse qui reconnaît l'importance et en fait la conséquence du changement qui serait opéré entre favorise et garantie, avec notamment la conséquence en termes de QPC. Je voulais dire d'abord que l'avancée qui a eu lieu hier sur le fait de proscrire toute distinction fondée sur le sexe, qui est une avancée qui doit être saluée, n'a rien à voir avec ce dont on discute là, puisque là, on discute en fait du partage du pouvoir, c'est-à-dire d'une situation dans laquelle 53% des citoyens sont des citoyennes et que l'accès au pouvoir, sous toutes ses formes, politiques, économiques, culturelles, etc., reste largement à partager. Donc c'est le sens de cet amendement. En fait, quand on dit la loi favorise, cela autorise, par exemple, à continuer d'autoriser des partis politiques à ne pas respecter la parité
en vertu du paiement d'une amende. Alors que si on dit la loi garantit, eh bien, tous les partis politiques seraient obligés de respecter la parité. C'est ça la conséquence concrète. De la même façon, en matière d'égalité professionnelle, lorsqu'on dit favorise, eh bien, on fait une loi en faveur de l'égalité professionnelle, mais qui n'est sans conséquence, autre que parfois le paiement d'une amende, qui sont d'ailleurs très rarement exigées auprès des entreprises qui ne respectent pas le principe d'égalité professionnelle. Eh bien, là aussi, de dire dans la Constitution que la loi garantit l'égalité représenterait une avancée aux conséquences absolument certaines. Je vous remercie. Madame Fiat, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Juste une petite précision par rapport à ce que M. Becht disait. Bien faire attention sur le problème qu'après, ça peut être discriminant pour les femmes parce qu'il y a des endroits où nous sommes plus nombreuses que dans d'autres domaines. L'égalité homme-femme, c'est bien l'égalité dans tous les sens. Ce qu'on veut, la parité, c'est un nombre égal d'hommes et de femmes, pas avoir forcément le dessus. Déjà en commission, Madame la rapporteure m'avait dit, on peut se priver, comme en Espagne, d'être plus de ministres femmes que d'hommes. Non, l'égalité homme-femme, c'est bien le même nombre d'hommes que de femmes, et pas juger sur le fait que l'égalité homme-femme voudrait qu'on soit toujours en nombre supérieur en tant que femme. Nous, ce qu'on propose, c'est bien de renforcer l'obligation qui est déjà existante. Mais comme l'a dit Madame Batho, c'est bien garantir que les personnes qui ne jouent pas le jeu de cette parité, de cette égalité homme-femme, soient punies dans la Constitution, que ce soit bien écrit dans la Constitution. On ne sait pas de quoi demain est fait. Cette élection législative prouve que beaucoup de mouvements politiques ont changé la façon de faire, ce qui fait que le nombre de femmes a augmenté sur ces bancs. Mais on n'est jamais à l'abri de rien. C'est toujours le même souci. Donc, l'écrire et garantir ce droit d'égalité dans la Constitution est quelque chose d'important. Je vous remercie. Monsieur... Oui. Allez-y, Monsieur Lagarde, mais... Merci, Madame la Présidente. Exceptionnellement. Malheureusement, le rapporteur général n'est pas présent et c'est vers lui que je voulais me tourner. Mais quand même, je voudrais une précision pour que tous nos collègues sachent ce que voudrait dire l'adoption du mot « garantir » à cet article-là de la Constitution. Je pense une question, quel serait l'impact sur les lois électorales? Par exemple, sur la loi électorale de cette Assemblée nationale. Puisque pour garantir l'égal accès, c'est-à-dire en réalité garantir le résultat, l'obligation de résultat, c'est le débat que nous avions tout à l'heure, ça voudrait dire par exemple qu'ici, la prochaine loi électorale, soit est proportionnelle intégrale, seule façon de garantir la parité en l'imposant sur les listes, soit décide qu'un certain nombre de circonscriptions est réservé à des candidatures d'un sexe et les autres d'un autre sexe. Ce qui, de fait, interdirait dans telle ou telle circonscription. Alors vous allez me dire, c'est pas très grave, puisqu'on peut se présenter n'importe où en France, aux législatives. Mais je prends cet exemple-là. Et vous auriez exactement la même difficulté sur toutes les formes de lois électorales. Et quand ensuite, et dernière chose, on a, dans le même article, mis en 99, je trouve d'ailleurs article assez sage, le milieu socio-professionnel, ce que disait tout à l'heure mon collègue Olivier Becht, c'était pas qu'il fallait plus d'hommes que de femmes. Mais il y a des milieux où il faut absolument virer des hommes pour mettre des femmes, parce que vous n'avez pas juste augmenté le nombre pour permettre la parité, et des milieux où il faudrait virer des femmes, par exemple des magistrates, pour mettre plus d'hommes. Attention, parce que garantie, ça veut dire à un moment donné qu'on oblige et qu'on permet aux juges d'imposer. Or, l'idée de 99, que je partage, et qui n'est toujours pas parfaite, parce que si aujourd'hui il y a beaucoup plus de femmes à l'Assemblée nationale qu'il n'y en a eu, c'est plutôt du fait de l'apparition d'une nouvelle force politique que des lois sur la parité, pardon de le dire. C'est le fait d'avoir une force politique qui arrivait sans sortant et qui a permis de l'élection d'un plus grand nombre de femmes. Donc je trouve que le terme « favorise » est un terme qui aujourd'hui nous permet d'avancer et d'aller plus loin que la loi actuelle. Je pense que nous pourrions aller plus loin que les lois actuelles. Mais mettre garantir, ça impacte, par exemple, sur le prochain renouvellement de cette Assemblée nationale. Après tout, moi je ne suis pas proportionnaliste au point des 100%, mais certains pourraient s'en réjouir. Mais soit c'est ça, soit c'est on interdit à quelqu'un de se présenter dans une circonscription à raison de son sexe. Je ne suis plus sûr que dans ces cas-là, on a l'égalité de tous devant la loi. Je vous remercie.
Ça fait déjà 4 prises de parole, madame. Un demi-million d'habitants. Bon, sur votre, parce que oui, par rapport à l'amendement, ok. D'accord, très bien. Merci Madame la Présidente. Simplement, donc, on ne va pas retirer notre amendement, mais je voudrais dire à Monsieur Lagarde qu'il y a aussi une autre solution, c'est le scrutin binominal, comme on l'a fait pour les élections départementales. Et qu'à l'occasion de la future loi organique, puisqu'on doit diminuer le nombre de parlementaires, tout ça pourrait s'organiser. Donc, on maintient notre amendement. Merci. Voilà, je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix ces amendements. Nous commencerons par les amendements identiques à main levée, le 1271 et 1112, qui ont reçu un avis défavorable commission et gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Amendement rejeté. Les prochains sont à scrutin public. Donc l'amendement 1412 et 1610 identiques, qui ont reçu un avis défavorable commission et gouvernement. Le scrutin est ouvert. Allez-y, monsieur Balanant, puisque le scrutin est clos. Ah bah. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché? Si. Votant 41, exprimé 41, majorité à 21 pour, 13 contre, 28. Ces amendements sont rejetés. Et également sur les amendements identiques suivants. Restez à votre place, c'est aussi un scrutin public. Le 1411 et le 2232 qui ont reçu un avis défavorable commission et gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 46, exprimé 45, majorité à 23 absolue, pour 15, contre 30. Ces amendements sont rejetés. Et à main levée, l'amendement 657 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Amendement rejeté. Amendement suivant, le 1413 est présenté par monsieur Letchimy. Madame la Présidente, merci beaucoup. Je regrette que vous m'ayez amputé la parole tout à l'heure sur la question des biens communs, mais je comprends le besoin d'organisation. Madame la Ministre, il y a exactement 73 ans que les femmes ont reçu le droit, l'autorisation de voter. 73 ans. Et la première élection qui a eu lieu, c'est en 1945, après. Il s'agit d'une élection municipale où, pour la première fois, 12 millions de femmes se sont exprimées et 33 ont été élues. Pourquoi je donne ces dates? C'est parce que ce n'est pas si lointain que ça qu'on puisse arriver à un tel niveau de droit à égalité. Et après ces 73 ans, cette date de 1945, il a fallu un temps très très long pour instaurer et même imposer la question de la parité dans certaines élections. Et on réussit progressivement. Pour quelle raison il faut relever ça? C'est parce que je considère qu'on peut mettre ce qu'on veut dans la Constitution, mais si on n'a pas des mesures derrière, qu'on peut appeler des mesures de discrimination positive, et ça en faveur des femmes, mais aussi dans d'autres conditions, dans d'autres cas, je pense qu'on n'y arrive pas. C'est pour cela que cet amendement propose qu'on aille un petit peu plus loin que ce que prévoit l'article 1 qui favorise l'accès égal des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives, mais aussi responsabilité sociale des professionnels, d'élargir cette thématique. Bien entendu, vous allez me répondre qu'il ne s'agit pas du lieu, ce n'est pas le moment de mettre ça dans la Constitution, mais c'est aussi un amendement d'appel pour interpeller l'opinion publique ainsi que la représentation nationale d'un besoin d'élargissement, ce droit à égalité des femmes, à d'autres secteurs et le plus largement possible. Oui, je vous remercie. Je vous remercie. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission? Merci Madame la Présidente. Mon cher collègue, je souscris tout à fait à votre amendement d'appel. Il s'agit effectivement de promouvoir l'égalité des hommes et des femmes dans tous les domaines de la vie, qu'il soit la vie politique, la vie sociale, la vie culturelle, associative, que sais-je encore. Et nous ne pouvons que nous associer à ce que vous souhaitez. Maintenant, vous savez très bien que cet objectif que vous poursuivez, nous l'avons inscrit hier à l'article 1 de notre Constitution en inscrivant l'égalité entre les hommes et les femmes, qu'à divers autres endroits de notre législation, cette égalité est garantie et que maintenant, en fait, le combat n'est plus un combat
constitutionnel, il s'agit d'un combat de nos politiques publiques, mais également un combat dont chaque citoyen doit s'emparer pour assurer cette égalité réelle. Donc un avis défavorable, mais sur la forme, en ce que je pense que juridiquement, nous avons dans notre Constitution les éléments nécessaires pour assurer ce combat. Merci Madame la Ministre. Quel est l'avis du gouvernement? Avis défavorable. Le même avis, Monsieur Balanant, et ensuite Madame Sage. Oui, juste sur ce sujet, puis sur celui de tout à l'heure, enfin sur le sujet de l'égalité femmes-hommes. Moi, j'entends l'argument qui dirait qu'on a l'arsenal juridique complet. J'en suis pas complètement sûr. Et même si nous l'avions, de toute façon, nous voyons bien qu'il y a des angles morts qui continuent à exister. Je veux citer comme exemple, vous avez cité, je ne sais plus qui a cité, je crois que c'était Madame Bateau, le nombre de maires femmes. C'est 17%, il me semble, ou moins que ça. Il y a un autre endroit où c'est encore pire, c'est dans les exécutifs des EPCI. Dans les communautés de communes, communautés d'agglos, on est à moins de 8% de femmes dans les exécutifs. Donc on voit bien qu'il y a quand même un souci. Donc moi je pense que généralement le législateur, il est souvent habile pour trouver des solutions. Et il y a des solutions. Tout à l'heure, Monsieur Lagarde, pardon, parlait de la proportionnelle intégrale pour l'élection des députés. Déjà, je trouve que ça serait une bonne idée, mais ça, c'est une idée personnelle. Par ailleurs, non, mais il y a une autre solution. C'est effectivement la solution. Non, c'est la solution d'avoir un scrutin binominal à 2 tours. Pourquoi pas? Alors, vous allez me répondre, ça va faire des circonscriptions très grandes. Non, ça sera exactement le même nombre de personnes. Si, le rapport. Oui, la circonscription sera 2 fois plus grande, mais elle sera, si vous m'écoutez, ça serait bien, si vous m'écoutez jusqu'à la fin. Oui, mais ça revient au même. Attendez la fin de la ça revient au même en termes de représentants au nombre d'habitants. Donc, je trouve que souvent, jusqu'à maintenant, le personnel politique masculin a toujours été, alors jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques années, a toujours été très habile pour écarter les femmes du pouvoir. Je pense que ça serait peut-être un changement de paradigme que nous pourrions avoir et se dire d'essayer d'être habile pour que les femmes aient maintenant accès au pouvoir. Je vous remercie. Avant de donner la parole à Madame Sage, mes chers collègues, à l'initiative du Président, vous êtes tous invités, ainsi que vos collaborateurs, à participer à une courte vidéo destinée à encourager l'équipe de France pour la finale de la Coupe du Monde. Cette vidéo sera diffusée sur les réseaux sociaux de l'Assemblée nationale et le tournage se déroulera dans la cour d'honneur dès la levée de séance. Madame Sage, je vous laisse la parole. Nous suspendrons la séance après le vote de cet amendement. Oui, hier, nous avons rajouté au premier alinéa le fait qu'il n'y aurait pas de distinction, que tous les citoyens étaient égaux devant la loi. Encore faut-il que cette loi garantisse des droits réels aux femmes. Et donc, je voudrais remercier notre collègue Letchimy d'avoir défendu cet amendement d'appel, Madame Untermeier, parce que sur la question, en tout cas, de l'égalité des droits en matière de salaire, de rémunération, on est très très loin de l'objectif, parce que la loi, normalement, l'impose déjà. Et pourtant, en moyenne, on est, selon les domaines d'activité, entre 15, 20, voire 25% de différence. Deuxième point que je voulais faire, c'est sur les fonctions électives également, vous dire que tous les systèmes de parité obligatoire qui ont été mis en place démontrent bien que là où il n'y en a pas, eh bien, il y a de sacrées différences en termes de présence des femmes à ces fonctions. Et en Polynésie, par exemple, notre assemblée est paritaire depuis plus de 15 ans maintenant. Et ça a permis effectivement aux femmes d'intégrer l'Assemblée de Polynésie. Et je vous assure que ça a été un combat, parce qu'au début, bien évidemment, les gens critiquaient cela. Et même ça a pu être un moment au détriment des femmes qu'on considérait être là simplement parce qu'il y avait une parité. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, tout ça n'est plus du tout d'actualité, c'est une évidence. Je suis sûre que si on retirait cette parité, en tout cas je le souhaite, obligatoire, le caractère obligatoire, eh bien la parité s'installerait naturellement. Donc je pense qu'il faut qu'on encourage cela et plus que favoriser, le garantir. Je vous remercie. Madame Rixain, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente.
Moi, je souhaiterais répondre notamment à M. Becht, parce qu'en fait, dans le cadre des travaux de la délégation aux droits des femmes que nous pouvons mener sur un grand nombre de sujets, qu'il s'agisse du milieu des sciences, le milieu des forces armées tel que nous pouvons, sujet sur lequel nous travaillons actuellement, le soupçon de compétence qui pèse sur les femmes est continu. Or, avec de tels propos que vous avez donc tenus dans cet hémicycle, je crois au contraire que ça vient renforcer ce soupçon de compétence qui pèse régulièrement sur les femmes. Le pouvoir politique, le pouvoir économique a été organisé par des hommes pour des hommes. La réalité aujourd'hui, c'est qu'au XXIe siècle, on constate qu'en effet, les 53% des Françaises souhaitent participer et souhaitent intégrer à juste titre ce pouvoir économique et ce pouvoir politique. Or, ce n'est pas en maintenant régulièrement un soupçon de compétence sur les femmes que l'on permettra aux jeunes filles aujourd'hui qui nous écoutent de pouvoir se saisir de ces opportunités qui s'offrent à elles. Donc moi, je souhaite attirer l'attention sur l'ensemble des hommes qui sont dans cette assemblée. Est-ce qu'à un moment donné, on se pose régulièrement la question, à la fois dans les entreprises et à l'Assemblée nationale, de la compétence des hommes qui siègent sur ces bancs? En revanche, on se pose toujours et systématiquement la question de la compétence d'une femme. Donc interrogeons-nous, et en effet, s'il n'y avait pas eu par exemple la loi Copé-Zimmermann, eh bien nous n'aurions pas 40% de femmes dans les conseils d'administration de nos entreprises. Donc je souhaiterais, pour toutes les jeunes femmes, toutes les petites filles qui nous écoutent aujourd'hui, leur dire que leur place est à la fois dans les centres de décision politiques, économiques, et que les hommes, les garçons, n'en tireront pas ombrage. Je vous remercie. Monsieur Lechtimi, vous avez la parole. Bien, écoutez, c'est bien important. Et lorsque j'ai écouté les deux intervenants tout à l'heure, j'ai trouvé qu'il y a un vrai problème. Tout à l'heure, j'ai rappelé les 73 ans. Mais nous sommes totalement d'accord sur un principe. Je pense que vous le ressentez à vos côtés, vos enfants, et vos parents, et votre femme, pour les hommes qui sont ici, qui sont dans une espèce de suspicion de compétences mécaniques, systématiques. On a aussi une espèce de sentiment qui continue de mépris social. On a aussi un sentiment d'infériorisation humaine, quoi. Et ce n'est pas un petit sujet, c'est un sujet extrêmement important. Et la question qu'on se pose, comment répondre à ces problèmes-là? Alors, M. Lagarde répond, oui, mais attention, vous aurez comment on s'organise juridiquement, il y aura, lorsqu'il y a plus d'hommes que de femmes, plus de femmes que d'hommes. Mais qu'est-ce que c'est que ces questions-là? Ça n'a absolument rien à voir quand la dignité humaine est atteinte. Ça n'a absolument rien à voir. Et ça, on va trouver des solutions. Là, on est sur un texte constitutionnel. Et savoir, est-ce qu'on met ou pas plus dans ce texte pour obtenir plus de résultats? Ah oui, d'accord. Bien, nous allons voir ça après. La question centrale, en fait, la question centrale, mon cher collègue et ami Gosselin, la question centrale, c'est quoi? Le processus et comment accélérer le processus. C'est ça, la question centrale. On est tous d'accord qu'il va falloir rattraper. Comment accélérer le processus? Et aujourd'hui, je pense que la République et la Constitution refusent le principe de ce qu'on peut appeler les obligations positives. Moi, j'irai un petit peu plus loin, je dirais même les discriminations positives. Eh bien, est-ce que ça peut permettre d'aller plus loin, notamment en matière de biens communs, pour éviter que dans une société où les inégalités se creusent et de manière inversement proportionnelle par rapport aux richesses qui se créent, des inégalités. Quand aujourd'hui, la question de la pauvreté et des inégalités sont à ce point-là. Concernant aussi le racisme et les discriminations sociales et raciales, peut-on, oui ou non, prendre des mesures positives pour faire de telle sorte que le jeune de la banlieue ait le même traitement que l'autre jeune qui vient d'ailleurs? Ou bien pour la femme, c'est exactement la même chose. C'est pour cela que j'ai bien entendu les arguments de la ministre et de Madame la rapporteure, mais je maintiens par principe cet amendement, je ne retire pas l'amendement. Je vous remercie. Monsieur Gosselin, vous avez la parole.
Quelques mots, merci Madame la Présidente, pour répondre à notre collègue sur la compétence. Et évidemment, on partage cette préoccupation. Vous rappeliez à juste titre, et les uns et les autres, que c'était la loi à l'initiative de Marie-Jo Zimmermann et de quelques autres qui étaient de notre groupe, qui avait permis de faire progresser la parité, à juste titre, dans les conseils d'administration. Donc vous voyez bien où on en est. Mais je répondrai par la boutade qui était excellente de François Giroud. Vous savez, le jour où on aura une égalité parfaite, le jour où on nommera à des postes importants des femmes incompétentes. Voilà, c'était une boutade, c'est en 83. Elle avait parfaitement résumé les choses. Maintenant, moi, je veux bien qu'on rajoute des tas d'éléments dans notre Constitution, mais je croyais avoir compris, et c'est d'ailleurs pour ça que le rapporteur général tenait les choses pour qu'elles ne partent pas dans tous les sens, je croyais avoir compris qu'on voulait éviter une Constitution bavarde. Or, aujourd'hui, réellement, au-delà des éléments que nous partageons tous et sur tous les rangs, j'ai des filles, je ne vois pas pourquoi mes propres filles, quand elles vont arriver sur le marché du travail, seraient moins bien payées que leurs frères, mes propres enfants, mes propres fils. Il n'y a aucune raison. Donc voilà, je crois que le débat aujourd'hui, d'une certaine façon, il est un peu clos. Aujourd'hui, on a, avec l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec l'alinéa 3 du préambule de 1946, avec l'article 1er de la Constitution de 58, tous les éléments juridiques pour que l'ensemble soit réellement constitutionnalisé, ceinture et bretelles. Le reste, ça ne dépend pas de la Constitution, ça dépend de nous, législateurs, de ce que nous faisons dans l'application de la Constitution, de ce que nous faisons au quotidien dans notre travail de législateur et dans le travail pour faire évoluer, et c'est nécessaire, indispensable, l'état de l'opinion dans la société. C'est ça qui permettra effectivement d'avancer dans l'égalité réelle et pas simplement formelle. Merci. Monsieur Coquerel, très rapidement, s'il vous plaît. Et nous mettrons au vote ensuite cet amendement. Oui, très rapidement, enfin comme tout le monde. Je sais bien, mais je donne la parole un peu plus. Et vous l'avez bien entendu sur l'ensemble des amendements, mais il y a un moment où... non, mais sur cet amendement et sur un peu le débat qu'on a depuis tout à l'heure sur la question garantir, favoriser, agir, etc. Parce qu'en fait, on est toujours autour de la même question. Bon, déjà, j'observe une chose sur l'idée que si on mettait garantir, l'obligation de résultat ferait, c'était l'explication de M. Lagarde tout à l'heure, que nous serions, j'allais dire, obligés de prendre des décisions qui feraient en sorte que, par exemple, effectivement, il y ait une égalité parfaite homme-femme dans cette assemblée, ou, par exemple, ça a été dit tout à l'heure que le président de la République soit un jour un homme et alternativement une femme. Bon, moi, je remarque une chose, c'est qu'on garantit l'égalité devant la loi. Vous remarquerez malheureusement que c'est une garantie que nous assurons, et pourtant, nous en sommes très souvent très loin. Donc la question de garantir dans la Constitution induit une obligation de résultat, mais elle n'induit pas forcément, malheureusement d'ailleurs, le fait que ça soit opérant à 100%. Par contre, c'est plus fort que favorise de manière indéniable. Et la problématique qui nous est posée, moi quand je disais tout à l'heure qu'on avait le débat entre agir pour ou garantir au sujet de l'environnement, je lisais justement l'article 1er, j'ai été étonné que le terme finalement le moins impliquant soit réservé à l'égalité homme-femme. Parce que favoriser, c'est encore moins impliquant que agir pour. Donc à ce niveau-là, ça veut dire, vu qu'on est quand même loin du compte, et vu que même en matière professionnelle, c'est même en train de régresser pour beaucoup, je pense qu'il faut qu'on se donne effectivement plus d'obligations pour atteindre le résultat. C'est ça que cadre une Constitution. Après, c'est le législateur qui essaye de répondre à ça, et c'est pour ça qu'on est pour le mot garantir. Je vous remercie. Alors, Monsieur Betsch, pour éviter que vous fassiez un rappel au règlement, je vais vous donner la parole je suppose que c'est pour répondre à Madame Rixain, mais vous n'allez pas pouvoir, les uns et les autres, faire des rappels au règlement pour avoir la parole plus qu'il nécessaire. Je vous remercie pour la suite de nos débats. Merci, Madame la Présidente. Très, très rapidement. C'est juste pour que mes propos ne soient pas mal interprétés, Mesdames. Je n'ai jamais remis en cause la question de la compétence. Et si j'ai pris les deux exemples des magistrats et des médecins, c'était justement à dessein. C'était pour éviter que nous ayons demain, dans les concours, notamment de la fonction publique, des quotas de femmes et des quotas d'hommes, et que nous privilégions le sexe sur la compétence. Je suis très heureux aujourd'hui qu'il y ait davantage de femmes magistrates ou davantage de médecins femmes. C'est le critère également de leur compétence, et je préfère être soignée par un médecin femme qui est plus compétente qu'un homme, et je suis
heureux d'être jugé par une femme magistrate qui serait plus compétente qu'un homme parce qu'elle a réussi les concours. C'est ça la compétence. Merci. Je vous remercie. Je mets donc cet amendement 1413 aux voix qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Amendement rejeté. Prochaine séance cet après-midi à